Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 25e journée de championnat Ligue de Becté. Saint-Étienne se déplaçait à Angers. Saint-Étienne a largement gagné avec un score de 3-0. La semaine dernière, j'étais absent, je m'en excuse. J'avais laissé Olivier et Eric en amoureux pour la Saint-Valentin. Pour la peine, j'ai ramené un Valentinois, supporter des Verts. Salut à toi, Pierrot. Salut Marco, bonsoir. Voilà, on t'a pas entendu, mais voilà. Vas-y. Pourquoi refais. Valentinois? Salut Marco, bonsoir Voilà, à tout le monde. là, on t'a entendu, c'est très bien. Pourquoi t'es Valentinois, c'est-à-dire? Il est de Valence. D'accord. Dans la Drôme, et oui, il y a beaucoup de supporters des Verts aussi dans la Drôme. Il y en a, on sait, un peu partout, mais dans la Drôme, c'est pas trop loin. C'est qu'à 1h30 de Saint-Étienne et à 2h de l'Alti-Ligérie. Donc voilà, c'est en tant que voisin qui vient suppléer l'absence d'Eric qui fait son petit tour de Bretagne et qu'on salue au passage. Donc pendant cette émission, on va effectivement revenir sur cette victoire nette et précise des Stéphanois à Angers. On passera des morceaux musicaux évidemment, puisque Rock'n'Foot oblige, une page altiligérienne, une page agenda, et on clôturera l'émission avec des coups de cœur et des coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission. Et on commence tout de suite avec le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Exactement, Marco. Voilà la composition préparée par Dalloglio, avec l'Arseneur dans les buts, évidemment. Devant lui, ça s'organisait en 4-3-3 avec côté droit Masson, dans l'axe de la défense Nadé et Briançon, côté gauche Apia. Au milieu, c'est Monconduit qui remplaçait Tardieu. Et puis par contre le reste était assez classique puisque Chambaud occupait le Mezzala droite et Mouefek Mezzala gauche. En avant-centre Sissoko et puis ailier droit Cafaro, ailier gauche Cardona. Ou l'inverse, pardon. Ouais, c'est plus à droite, Cardona à droite et Cafaro à gauche. Exactement. C'est d'ailleurs une nouveauté préparée par Dalloglio. Alors, je vais faire vite sur les buts puisque les Verts, vous le savez, se sont imposés 3-0 et tout a basculé en fin de première mi-temps avec un but signé Cardona, le premier but sous les couleurs stéphanoises de ce joueur prêté par Augsbourg. On était à la 42e. 3 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, sur coup franc, c'est Cafaro qui va encore une fois trouver, cette fois-ci, la tête de Cardona pour voir les Verts s'imposer 2-0 à la mi-temps. En seconde période, eh bien, les Angevins, malgré quelques changements, ne vont pas réussir à contrecarrer les plans stéphanois, dont on va parler longuement pendant cette émission, puisque ils vont même parachever leur victoire, ces Stéphanois, sur un joli centre de Chambaud pour Sissoko, qui dévie la balle sur le pauvre Lefort, le défenseur angevin, qui va marquer contre son camp à l'heure de jeu, et le score va en rester là, avec un 3-0. Voilà, c'est le tarif depuis 2 matchs. Les Stéphanois sont très en verve et j'imagine qu'on va parler de tout ça jusqu'à la réception d'Annecy le week-end prochain. Oui, merci Olivier. Oui, alors tu as fait succinct comme résumé. Quand même, on a un petit peu galéré pour rentrer dans cette rencontre parce que dès la 18e minute de jeu, il y a une grosse occasion angevine et la maladresse de l'attaquant angevin nous soulage à ce moment-là, mais une fois qu'il y a eu cette intrusion offensive angevine, on a su réagir, et notamment avec une première occasion de Nadé suite à un coup de pied arrêté. Et puis après, on a déroulé et on a vraiment pris le match en main, puisqu'on jouait effectivement la plupart du temps dans la moitié de terrain angevine, et on les a un petit peu asphyxiés avec
pas mal d'occasions quand même à se mettre sous la dent et ils ont craqué, comme tu l'as mentionné, un quart d'heure avant la fin de la première mi-temps et on a inscrit un deuxième but justement juste avant cette pause et on ramène ces 3 points de façon tout à fait logique et comme tu l'as mentionné aussi, on a marqué 8 buts en 2 matchs, engrangé 6 points. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On avait fait Laval et Angers durant l'automne. Mais autant Angers, on était impressionné, même aussi le bon match à Laval. Là, les 2 fois, on a été quand même agréablement surpris du changement de mentalité, du changement de jeu, tout simplement, de la part des Stéphanois. Ah ouais, c'est radical hein, comme changement, mais ça comporte des risques. On a parlé la semaine dernière, je sais pas si tu nous as écouté, on a essayé de se demander si c'était quelque chose qui pouvait tenir sur la longueur. Bah a priori les Verts ont mis les mêmes ingrédients cette fois-ci, c'est-à-dire beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing sur le porteur du ballon et dans toutes les parties du terrain. Comme il l'avait fait contre 3 à domicile. Exactement, mais c'est une stratégie énergivore, c'est une stratégie qui implique des creux dans le match, qui implique des cartons, qui implique des blessures. On l'a vu encore dimanche, ce week-end, avec Mouefek qui se blesse. On a encore pris quelques cartons, toujours mon conduit. Donc la question, et je vous invite tous les deux à essayer d'y répondre, cette stratégie, est-ce qu'elle peut tenir? Est-ce qu'on peut continuer comme ça à jouer de la sorte avec les blessés qui peut-être vont s'accumuler, avec les suspendus qui vont s'accumuler? Est-ce qu'on a une équipe, un groupe assez étoffé pour continuer dans ce sens-là, ou est-ce que de temps en temps il va falloir calmer le jeu? Après, le système de Dalloglio, effectivement, il a fait quelques déçus. Et moi, je pense à ces déçus ou à des retours comme Batou Binsika, qui est revenu de la CAN, qui n'a pas joué quand même sur ces 2 matchs. Il a joué 10 minutes à la fin de la rencontre face à Angers. Mais un joueur comme Bouchouari, qui est quand même un meneur de jeu, et sur le banc depuis quelques rencontres, hein, ça fait quand même 3 rencontres. Un joueur comme Petro, il était dans la première partie, il n'y est plus. Rivera, il n'est pas là. Donc, concernant les blessures, il y a des gagnants et des perdants, c'est vrai. Et tu as toujours des possibilités. Oui, effectivement, cette intensité, ce pressing haut est payant pour ces 2 rencontres, mais ça va dépendre aussi du visage de l'adversaire. Par exemple, le match suivant, Annecy, qui va au plus mal, moi je peux déjà te dire qu'ils vont faire le mur, ils vont mettre le bus devant les buts, devant leur but, et il va falloir trouver une solution, et c'est là qu'on n'est pas fort, et on va voir si ça paye dès le premier quart d'heure ou pas. Là, ça a payé la dernière fois face à 3, mais je sais que depuis le début de l'année à Geoffroy Guichard, lorsqu'on a une équipe défensive en face, on a vraiment, vraiment du mal à créer les décalages. Et on va voir justement sur cette rencontre si on est capable avec tel ou tel joueur. Alors après, ce qui change, c'est que ce pressing haut permet de jouer beaucoup plus haut. Hein, depuis le début de rencontre, on faisait la papasse derrière latéralement pour pouvoir créer du jeu, pour pouvoir créer des décalages, trouver des ouvertures. Et maintenant, avec Dalloglio, déjà, quand au bout de 2-3 minutes, tu ne trouves pas le décalage, au moins, tu essayes de passer par des grandes balles devant. Hein, regarde le but de Sissoko avec le service de Nadé la dernière fois. Ça, ce genre de choses, on l'avait très rarement sous l'ère Batles. Et on le retrouve quand même sur l'ère Dalloglio sur plusieurs matchs. T'as détourné la question, Marco. Ça n'a pas toujours T'as détourné fonctionné. ma question parce que, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu penses que
ce pressing va s'arrêter automatiquement puisque lorsque l'adversaire va jouer devant ses cages. Tu penses que là, contre cet adversaire d'Annecy, on va pas pouvoir mettre cette intensité, mettre ce pressing. Donc ma question, en fait, ça va s'arrêter là. Si, mais ce qui a payé la dernière fois à Geoffroy Guichard, c'est que rapidement, on a eu 3 occasions en moins de 10 minutes. Oui, mais c'était 3 et 3 ils jouent. Et 3, c'est le City Group. Joueurs que j'imagine que Annecy, tout à fait. Samedi. Mais je pense qu'on peut trouver la solution en étant efficace dès le premier quart d'heure. Moi, je pense que ça peut marcher contre une équipe comme ça, c'est-à-dire harceler même dans son camp. Par contre, ce qui est dangereux, c'est d'être très haut sur le terrain et de face une équipe qui attend juste le bon moment pour balancer un grand ballon sur un attaquant rapide et qui, tu vois, ça par contre c'est super dangereux et ça peut arriver. Mais ce pressing là, étouffer l'adversaire, je pense que ça peut marcher, ça peut continuer à marcher même contre une équipe qui joue bas, parce que bon, ils vont quand même pas, il y a quand même, tu vois, on pense à Vincent Pajot, c'est pas le meilleur joueur de foot qu'on ait vu à Saint-Étienne, mais on est bien d'accord. mais c'est des joueurs qui justement sur ce plan-là ont des arguments. Ils vont pas se laisser faire au niveau physique les anciens. Donc à voir. La réponse d'Eric la semaine dernière, c'était de dire oui, mais d'accord, c'est un système qui va coûter des hommes. Mais on a un effectif très fourni. Moi, je trouve que pas tant que ça, parce que qui est capable de faire ce pressing-là, je suis pas sûr. Et quand tu parles de Bouchoirie, je pense que c'est un joueur qui est un peu, qui est jeune, je pense qu'on lui a un peu monté le bourrichon, comme on dit, c'est-à-dire qu'il pense être un très bon joueur de foot, qui va peut-être aller dans les meilleurs clubs d'Europe et aller comme ça intelligemment, faire le pressing façon chien de la casse. C'est pas trop son logiciel, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu commences sans Batou Binsika à Angers. Non, mais alors ça, je trouve que c'est logique. Je me suis trompé. Sans Mbunku à Angers. Ouais. Tu commences sans Bouchoirie à Angers, donc t'as quand même. T'as du banc. À peu près, on va dire, vers le même poste, quoi. Un poste offensif qui peut créer du jeu, qui peut créer une différence, effacer un défenseur. Donc là, t'es fourni. Donc on a commencé, on a inscrit les 2 buts sans les 2 que je viens de citer. Tout à fait. Donc on a du banc. Donc non, c'est vrai que par rapport aux autres équipes de Ligue 2, on n'est pas à plaindre au niveau de l'effectif. On n'est pas à plaindre. J'ai parlé aussi de Rivera tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il peut aussi faire la différence. Donc, je pense qu'on a les joueurs et on a le banc pour continuer dans cette même intensité lors des prochaines rencontres. Tu parlais de Batou Binsika. Je pense que c'est normal Alors, parfois, ça ne se fait pas. Le gardien d'Angers, par exemple, il était arrivé il n'y a pas si longtemps. Mais quand même... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent que ce type de compétition, normalement, il faudrait laisser, en raison du changement de température notamment, il faudrait laisser les joueurs une quinzaine de jours avant qu'ils reprennent la compétition normalement. Donc je pense que comme Nadé, il donne satisfaction, je pense ils n'ont pas pris de risque avec Batou Binsika. Parce qu'il y a ce souci-là. Je crois qu'il était arrivé un peu en retard en plus parce qu'il y a un problème d'avion ou je sais pas quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ce nouveau synthé, parce qu'on peut parler de nouveau synthé avec ces deux rencontres où on a emballé le match avec un festival offensif. Il est convaincant, mais c'est quoi ses caractéristiques ? Toi, tu parles d'intensité, mais est-ce que tu crois que c'est que l'intensité ? Parce que c'est les mêmes joueurs, par exemple, c'est les mêmes joueurs qui ont été alignés avec la défaite à Dunkerque. Bon, la défaite, ça s'est joué sur une faute d'arbitrage, mais il y a eu un déclic. À Dunkerque, ils n'ont rien montré. Ouais. Non, mais c'est quoi les caractéristiques, en fin de compte, sur les 2 rencontres et qui beaucoup plus attrayant et qui nous plaît plus, nous, dans le public stéphanois, évidemment, hein.
parce que marquer 8 buts et en prendre aucun, c'est ce qu'on veut à Saint-Étienne. Mais c'est quoi ces caractéristiques? Toi, tu as parlé d'intensité. Ouais, la simplicité de ça, finalement, des fois, c'est pas très compliqué. Le foot, si tu mets, pour moi, c'est l'ingrédient essentiel. Hein, et les coachs qui arrivent à le mettre en musique, je pense à Bielsa par exemple, je pense à Tudor aussi. Bon, c'est des Marseillais, mais ça marche quelques mois, puis après, ça s'essouffle. Hein. Mais tu peux pas jouer plusieurs années, plusieurs mois comme ça. Mais tu vois, c'est la réussite, c'est ça. C'est-à-dire faire comprendre aux joueurs qu'ils vont courir comme des fous. Peut-être qu'ils n'auront pas du tout moyen de s'exprimer, la technique. Ils vont courir, ils vont gratter des ballons, et ça va, l'équipe va gagner, mais ils vont pas pouvoir se mettre en valeur. Et c'est faire comprendre ça aux joueurs. Je pense, tu vois, et Bouchoirie, les victimes, c'est pas étonnant, parce que je pense que faire comprendre à Bouchoirie qu'il faut qu'il court pendant 80 minutes, aller dans les pieds de l'adversaire, c'est tout, et puis courir dans l'espace, c'est pas si évident que ça, quoi. Ok. Et donc toi, tu te limites aux efforts donnés. Je pense que c'est ça, parce que les nouveautés, c'est quoi? C'est Cafaro qui joue en faux pied, ainsi que Masson. La nouveauté de Dalloglio, c'est ça. Bon, je pense pas que ce soit ça qui fait que on va mieux, quoi. Par contre, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que on avait une équipe de sénateurs qui ne salissait pas son short lors des matchs, et aujourd'hui, on a une équipe de chiens de la casse. Voilà la différence. Ok. Moi, c'est ce qui est bizarre. Moi, j'ai du mal à le comprendre, à l'exprimer. C'est cette qualité technique sur ces 2 derniers matchs qui est simplement revenue. Alors, effectivement, moi, je trouve qu'ils jouent beaucoup plus haut sur le terrain. Ça aide. Quand tu centres et que t'as pas un seul vert, mais 2 ou 3, ça change quand même pas mal la donne. La solidité, on l'avait, hein, mais il y a une sorte de projet de jeu et une fluidité dans le jeu qu'on n'avait pas vu depuis 5 mois. C'est aussi simple que ça, moi. Si, on l'a vu un peu face à Pau. Et puis, on l'a perdu à Dunkerque. Mais il y a une fluidité dans le jeu. Et il y a cette façon de remonter le ballon qui paraît pertinente. Parce qu'on progresse par palier. Et on arrive simplement à trouver nos latéraux, que ce soit Apia, que ce soit Masson, et qui arrivent à faire la différence. Alors aussi, faire la différence, c'est du technique. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas que... C'est du technique. Alors, c'est surtout Cafaro, quand même. Ça vient surtout de... Enfin, la lumière vient souvent de Cafaro, quand même. Et là, depuis 2 matchs, il est très en jambes, il dribble. Mais les autres, j'ai pas trouvé les autres transformés. Par contre, Cafaro, oui. Cafaro, et c'est vrai que chaque fois qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. Ok. Prêt pour une série ou pas? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte à la 5e place, donc place de barragiste. On a 2 victoires d'affilée. Après, cet automne, on avait 2 victoires d'affilée et puis on s'est effondré. On connaît la suite. Hein. Il y a eu une dizaine de rencontres sans victoire. Et on a quelque chose à jouer. Maintenant qu'on est barragiste, il faut garder cette place de barragiste, voire viser plus haut. Il reste 13 rencontres. 13 rencontres, ça veut dire 39 points. On a 8 points par rapport au second. On a gagné 6 points par rapport à Angers sur les 2 dernières rencontres. Chose qui est loin d'être négligeable parce qu'ils sont seconds. Est-ce qu'il faut pas lancer justement maintenant la série, tout simplement, et pour pouvoir jouer déjà ces rôles de barragiste, que ça soit sûr, donc entre la 3e et la 5e place, et surtout, pourquoi pas rêver de cette seconde place? Oui, moi je pense que les Verts, s'ils jouent comme ça, ils peuvent voir plus loin, ils peuvent remonter encore au classement. Ils ont trouvé un peu plus de dynamisme et de technique.
dans leur jeu, j'ai trouvé. Notamment en triangle, ils jouent en triangle pour la récupération de balles. C'est très propre. Voilà ce que je peux dire. Ouais, c'est propre. Et tu y crois à l'accession, la lutte pour la montée? Oui, il faut y croire. Bon, je pense que quand on aime le jeu, quand on aime les Verts, il faut toujours espérer. Bah C'est ouais. vrai. Couleur de l'espoir. le vert. Voilà, ça plairait à Eric, ça. Et oui, mais il faut faire durer cet état d'esprit. Ça, c'est peut-être le travail de Dalloglio. Ouais, parce que tu l'as pas dit, mais on s'est déjà retrouvé un peu dans cette situation il y a quelques mois, là. Pas si longtemps que ça, en fait. Et quand il a fallu passer le palier pour s'installer dans le top 5, eh bien, ça fait patatras. Et on s'est vautré, on est redescendu à la 10e place, on a bafouillé notre football. On a déçu les supporters qui s'étaient déplacés en nombre, je me rappelle, contre qui, Amiens, c'est ça? Je sais plus, juste après l'anniversaire, tu sais, de Geoffroy Guichard, là. Après la victoire d'Angers, justement. Derrière, il y avait l'anniversaire. PFC, voilà, PFC, grosse déception. Le stade était presque plein. Ouais. Là, je pense que le Geoffroy Guichard va faire le plein également contre Annecy. Donc voilà, faut pas décevoir le peuple vert qui a qu'une envie, c'est espérer, c'est y croire à cette accession. Mais encore voilà, après il y a l'adversaire, et puis un adversaire qui met un plan de jeu à l'opposé de Troyes et de celui qu'on a vu. On reviendra sur la page agenda, sur le match de samedi. On va tout de suite passer un morceau musical avec un groupe angevin. Hein, j'en ai plusieurs, évidemment, puisque Angers, c'est quand même une terre de rock et de musique depuis longtemps. Là, ça sera un nouveau groupe angevin qui s'intitule La Houle, et le titre, c'est Sans appel, comme la victoire sans appel de samedi des Stéphanois. Parti. C'était le nouveau groupe angevin La Houle, alors très peu connu, hein, voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette émission, c'est pour vous faire découvrir certains sons voilà, purement français de certaines villes qu'affrontent les Verts, évidemment. Allez, retour à l'actualité footballistique et puis plus précisément stéphanoise. Donc moi je vous ai posé la question, prêt pour une série, vous m'avez répondu, vous êtes plutôt optimiste. Mais l'année dernière, on avait effectué un très bon mercato hivernal qui avait fait changer aussi, qui avait donné une nouvelle donne. Et on avait commencé vraiment à produire du jeu, à faire des résultats. Et puis finalement, l'écart était trop grand face aux leaders, à vrai, à l'époque. Et on n'a pas su remonter comme il fallait. L'écart était trop grand. Est-ce que c'est pas une même rengaine pour cette saison ? Après, l'avenir nous le dira, hein, mais effectivement, même si le vert, c'est la couleur de l'espoir, ça risque d'être un grand challenge de monter cette année. Oui, mais 8 points sur 13 matchs, ça reste, en tout cas pour la deuxième place, ça reste abordable. Et évidemment, il faut continuer dans le jeu, dans la construction et dans le dynamisme. Bon, évidemment, c'est ce que je souhaite. Je serais content de tous. bien sûr, mais je pense que
on a perdu vraiment du temps en chemin. Et malheureusement, tu vois, il y a des matchs qui peuvent mal tourner aussi. Je pensais à des cartons rouges, je pense à des blessures, je pense à des équipes aussi qui peuvent nous malmener. Hein. Il y a des très bonnes équipes en Ligue 2. On voit très bien que ça varie du tout au tout. Il y a des équipes qui font des séries. Je pense, tu vois, QRM qui se mettent à tout gagner. T'as aussi et Concarneau et Dunkerque. Concarneau et Dunkerque, voilà, c'est plus une équipe. Les meilleures relégables. Prestations depuis Donc, janvier. tu vas te retrouver en position. Là, on est encore un peu en outsider, quoi. Et Saint-Étienne, cette mentalité d'outsider, elle nous colle un peu à la peau, hein, parce qu'on n'est pas une grande ville. En Ligue 1, on est toujours outsider. En Ligue 2, on est favori. Et assumer cette position de favori, c'est très difficile à Saint-Étienne. Et là, tu vois, on était déclassés avec toutes les critiques qui s'abattaient sur nous. Et du coup, cette équipe, elle s'est mise à être outsider à nouveau. Mais quand elle va jouer contre des toutes petites équipes, à nouveau, elle aura du mal à avoir cette position d'outsider. Tu vois, à Angers, Saint-Étienne est outsider malgré l'histoire qui est là. Et comme par miracle, ça fonctionne quand on. Il y a un côté psychologique, je pense quand même, qui est important aussi dans la tête des Stéphanois, et ça va être difficile, tu vois, de chercher la motivation quand tu vois jouer Concarneau. À Concarneau, par exemple, dans un tout petit stade, quand tu t'appelles Briançon, que tu as l'habitude de jouer devant 20 000 personnes, que là, il y a 2000 pélos. Non, mais Concarneau, on les a joués à Lorient. Oui, en plus, bon, c'est un mauvais exemple, mais ça peut être Rodez ou ça peut être Pau, tu vois, c'est des environnements de campagne, quoi, dans leur tête à eux, de joueurs de foot. Après ceux que tu viens de citer, on les a tous, fait. Tu vois, je pense que quand même, j'ai pas regardé la liste, mais malheureusement, à mon avis, il va y avoir des matchs et qu'on peut rater, qu'on va rater forcément. Parce que même Auxerre, tu vois, pourtant ils dominent vraiment ce championnat, ils ont un effectif de Ligue 1. Et même Auxerre, ils sont capables d'aller perdre contre le dernier, de tout d'un coup, de faire le nul. Enfin, donc non, bon. Ils ont perdu à domicile face au dernier à l'époque. Exactement. Effectivement, mais bon, c'était un hold-up. Voilà. On se déplace au PFC, on se déplace à Bastia, on se déplace à Valenciennes, on va recevoir Concarneau. Voilà, Concarneau, typiquement. Les déplacements, on se déplace à Grenoble. Là aussi, faut y aller à Grenoble. On se déplace à Guingamp et on termine par Quevilly. Voilà, on termine au mois de mai par Quevilly. Le problème, c'est que tu es condamné à tout gagner. Enfin, presque. Tu as peut-être encore un joker si tu veux faire partie des deux premiers. Mais bon, en tout cas, on a le sourire parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu jouer les Verts comme ça. Et puis d'être aussi solide aussi parce qu'on a la meilleure défense. Et la meilleure défense, on marque 8 buts sur les 2 dernières rencontres, que ça continue comme ça, hein, tout simplement, hein, et que ça nous fasse bien plaisir lorsqu'on se déplace à Geoffroy-Guichard et pas plus tard que samedi avec la réception d'Annecy. Allez, on va faire une courte page altiligérienne. Ça vous convient, cher acolyte? Tu voulais pas parler des joueurs un petit peu? Non, on est pris par le temps? Non, on n'est pas pris par le temps. Parlons des joueurs. Je trouve que Cardona, c'est intéressant de dire un mot sur le réveil du buteur brestois. Buteur, pas en tant qu'ailier, parce que ailier, c'est pas été soi, parce que ces 2 centres qu'il nous a fait en première mi-temps n'étaient pas convaincants. Mais oui, on a vu que techniquement, il pouvait faire la différence. On l'a vu déjà à Geoffroy-Guichard. Ses appels étaient pas mal. Techniquement, contrôle-passe, c'était pas mal, mais il manquait la réussite jusqu'à maintenant. Puis là, effectivement, sur cette rencontre, il a brillé grâce à chaque fois les services de Cafaro. Ouais, et puis il sent bien le but parce que le premier, j'ai eu l'impression qu'il faisait la touche de trop, tu vois. Ouais. Je pensais qu'il fallait plutôt qu'il tire directement, et en fait, il joue super bien le coup. Donc, je pense que la principale qualité de ce joueur que Dalloglio connaît bien, hein, puisque il est brestois, c'est d'avoir le flair devant le but, quoi, et de glisser des ballons comme ça. Même la tête, elle est effleurée juste ce qu'il faut, tu vois.
C'est pas tous les joueurs qui arrivent à détourner comme ça, à avoir Mais le bon timing. C'est ce qu'on avait ressenti avec Eric, c'est son jeu de tête, parce qu'il avait fait sur des coups de pied arrêtés des tentatives qui n'étaient pas cadrées à Geoffroy-Guichard, je me souviens. Et autant je trouvais son déplacement et son jeu de tête intéressant, mais bon, jusqu'à maintenant ça ne payait pas. L'entrée face à 3 n'a pas été convaincante, pourtant il a eu des occasions, il a tiré sur le poteau, il a eu quand même 3 occasions, il n'a pas été on va dire gâté, et j'ai trouvé assez maladroit et hésitant lors du dernier geste, mais effectivement là sur cette rencontre à Angers, tout lui a souri et c'est tant mieux pour nous. Un petit mot sur Mouefek, bon, je dis souvent qu'il est fragile, mais c'est pas moi qui lui ai porté la poisse, mais bon, a priori, il sera pas là. À votre avis, par qui faut le remplacer sur ce poste de milieu de terrain, un petit peu relayeur Là, il a été remplacé par Tardieu tout de suite. Ouais, mais mon conduit sera pas là. Mais voilà, moi, c'est pour Bouchoirie, évidemment. Il faut que Bouchoirie il retrouve le 11 de départ. Je suis pas sûr qu'il le remette. Oui, mais moi, tu me poses la question. Oui, je le mets automatiquement. Je viens avec mes questions, tu viens avec tes réponses. Voilà, exactement. Mais c'est un joueur qui bouge les défenses. Qui ? Bouchoirie. Oui, voilà. Donc pour Annecy, ça pourrait bien coller. Mais oui, à mon avis. Moi aussi, j'adore Bouchoirie, mais je pense qu'il va mettre fond bas. Ils avaient sorti, c'était face à Amiens, je crois, tous les deux en même temps, là, à la mi-temps. C'était pas, sa décision était brutale et pas convaincante. Et moi, si t'enlèves Mouefek, tu mets Bouchoirie. Et réciproquement, il faut un des deux et qui aille de l'avant et qui propose des ouvertures de jeu dans la dernière partie du terrain, quoi. Et continuer à être solide, ce que font les Stéphanois, c'est meilleure défense avec le classement. Moi, j'ai beaucoup aimé Briançon sur cette rencontre. Tu vois, jusqu'à maintenant, Nadé, pour moi, il est irréprochable, Nadé. J'aime vraiment ce joueur. Mais là, Briançon a vraiment tenu cette défense. Et moi, il m'a vraiment plu sur cette rencontre face au SCO. Et tu vois, malheureusement, on a commencé l'émission par ça, en disant que c'était un jeu assez énergivore. Et tu vois, il sort blessé, Briançon. Parce que, donc j'espère qu'il a repris l'entraînement. Ça, j'ai pas l'info. Après, tu as le retour de Batou Binsika. Oui, pile poil. Qui tombe bien, mais donc, Nadé et Batou Binsika ont le même profil. Ouais, c'est vrai. Alors que Briançon jouait un petit peu le rôle de relanceur. Ouais. Là, il manquera Quoique Nadé, il est pas maladroit puisqu'il fait des ouvertures de 50 mètres, on le sait maintenant depuis le dernier match avec son copain Sissoko. Mais dans les petits espaces, Briançon, il est meilleur, je pense. Donc ça va. Ils ont un petit peu le même profil, c'est dommage. On va passer à un deuxième groupe musical issu de la scène angevine avec aussi un tout nouveau qui s'inspire on va dire des papas, des grands-pères, les Suggs, le groupe archi connu d'Angers dans les années 90. Ils ont fait des enfants et des petits-enfants. Là, c'est le titre Love and Cry du groupe Fragile. Le nouveau groupe Noisy angevin Fragile avec ce titre Love Cry. Et oui, on passe du rire aux larmes, avec nos Stéphanois. Nous, c'est plus des larmes au rire avec le contexte actuel et c'est tant mieux. Voilà, là, on a la banane. Voilà pour le rock. On va revenir au foot avec la page agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Ouais, l'agenda, c'est la réception d'Annecy, samedi à 15h devant les caméras de beIN Sport.
Donc réception de d'Annecy, une équipe mal classée, puisque ils sont 19e au classement. Et ils viennent d'enregistrer une défaite. Bon, c'était à Auxerre, mais juste avant, ils ont quand même perdu chez eux 3-0 contre Concarneau. Quand on disait qu'il y avait des... C'était chez eux. C'était face à Auxerre. C'était chez eux face à Auxerre, tu as raison. Et donc et chez eux avant, donc 2 défaites à domicile. Donc ils sont mal classés et en plus ils sont pas sur une série très bonne en ce moment, cette équipe. Donc ça sera une équipe qui va vouloir réussir peut-être le hold-up et prendre des points du côté de Geoffroy Guichard, même si ce n'est que 1 point. Que dire de cette équipe ? Alors, j'ai entendu dire que c'est une équipe qui voulait s'en sortir par le jeu. L'entraîneur, leur entraîneur, a priori, a dit ça. Maintenant, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait, bien sûr. Maintenant, je sais pas si c'est pas un effet d'annonce. Et vu la valse des entraîneurs qui, dès qu'ils perdent 2 matchs, sont sur la sellette, à mon avis, il va pas mettre longtemps à changer son fusil d'épaule. C'est Laurent Guyot. Et moi, je pense comme toi qu'ils vont être très prudents à Geoffroy Guichard. Et par contre, ils ont des joueurs qui s'y entendent très bien pour on va dire contrecarrer les plans de l'adversaire. Je pense à Pajot, bien sûr, qu'on connaît. Et il y a d'autres joueurs du même profil. Ils ont recruté lors du mercato hivernal cette équipe. Et je pense notamment à Djoko en attaque. Je pense à Demoncy au milieu de terrain notamment. Donc il faudra faire attention. Mais oui, mais bien sûr c'est un match piège, l'a dit notre coach. Faut faire attention face aux avant-derniers de cette Ligue de Becté. Ces Annéciens, ils ont quand même certains joueurs, comme tu viens de le citer, qui peuvent faire la différence. Après, moi, je me souviens surtout du match de l'année dernière, qu'on avait remporté 3-2 grâce à un but magnifique de Cafaro. Et on menait 2-0, je crois qu'ils reviennent à 2-2. Et puis il y a ce but de notre attaquant qui fait la différence. C'était un très bon match, en tout cas, auquel j'ai assisté à Geoffroy Guichard l'année dernière. Et j'espère que j'assisterai déjà à une victoire stéphanoise et avec des pions stéphanois, évidemment. Ce match a lieu donc pour le compte de la 26e journée à 15h à Geoffroy Guichard. C'est les vacances pour les jeunes. Allez-y, rendez-vous à Geoffroy Guichard pour une belle ambiance et pour qu'on engrange ces 9 points de ces 3 matchs consécutifs. En tout cas, je l'espère fortement. Puisqu'on est à la page agenda, on peut dire que quelques jours plus tard, ce sera le Puy Foot qui investira Geoffroy Guichard, qui est en Coupe de France, donc jeudi 29 février 20h45 le Puy Foot 43 Auvergne affrontera donc le Stade Rennais du côté du Geoffroy Guichard. Les places sont parties comme des petits pains puisqu'il y en a déjà presque 20 000 places qui sont vendues, donc ils vont ouvrir la tribune haute du côté voilà de la tribune Henri Point, et donc ce stade, pourquoi pas, va peut-être faire le plein. Donc bon, c'est vrai qu'il y aura du monde samedi et il y aura du monde jeudi, donc c'est une bonne semaine pour aller voir du foot si le temps reste à peu près correct. En tout cas, on y sera. Et est-ce que la radio y sera? C'est un autre souci. On essaye de régler ça et pour qu'on soit présent aussi, qu'on puisse vous commenter ça en direct. Mais c'est sûr que c'est un sacré événement pour la Haute-Loire et pour la région de recevoir ce quart de finale à Geoffroy Guichard. Et tout de suite, j'enchaîne avec justement les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Donc ce rendez-vous Le Puy-Rennes, oui, effectivement, vous pouvez obtenir les places sur le site de la SSE. La billetterie vend ses places, donc c'est 8 € dans les COP,
15 Henri Point et 30 Pierre Foran, si j'ai bien lu entre les lignes. Et il reste quand même de la place. Hein. Je vous rappelle que la capacité de Geoffroy Guichard, c'est plus de 42 000 spectateurs. Olivier a parlé de 20 000 et il reste donc au moins la moitié. Mais allez-y, chers auditeurs. Allez voir, allez encourager. Les Poneaux, ils jouent bien et ils méritent qu'on les encourage. Je reste dans mes coups de cœur. J'ai bien sûr apprécié la victoire à Angers, puisque Angers était invincible à domicile, hein, il faut le rappeler quand même. Et surtout, 8 buts en 2 matchs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en tant que supporter stéphanois. Et autre chose qui me réjouit, c'est la victoire des Amazones, de l'équipe des Vertes, face à Reims ce week-end. Ça y est, maintenant ils sont au milieu de tableau. C'est quand même une bonne opération, une fois de plus, pour les Stéphanoises dans ce championnat de D1 Arkea. Donc bravo. Et puis sinon, un autre coup de cœur, c'est le gymnase de Monistrol en Haute-Loire que j'ai beaucoup apprécié et qui peut accueillir donc du futsal comme ce week-end. Et franchement, très agréable gymnase. Ils ont fait une très belle pépite, très bel espace de jeu et je tiens à le souligner parce que c'est dans la Haute-Loire, c'est pas toujours qu'on a des beaux gymnases. On sent que ça t'a donné envie d'aller jouer. Ouais. Mais fais gaffe à ton genou, t'es comme moi maintenant. De mon côté, si vous aimez les podcasts qui sont orientés foot, eh bien vous allez aimer la plateforme Coparena qui propose donc des podcasts les jours de matchs importants comme en Champions League, tout ça, donc des retours assez tactiques. Et puis aussi des séries, c'est ce que j'ai apprécié. Et alors il faut s'abonner, hein, il y a un prix évidemment, mais il est assez modique. Et en ce moment, il y a une série sur Zidane, par exemple, qui vient de commencer. Hein, voilà. Et, ils ont fait toute une série sur Ronaldinho, c'est-à-dire qu'il y a plein d'épisodes sur la carrière de Ronaldinho. Et la plus intéressante, je trouve, c'est celle sur Bielsa, où on fait comme ça, on voyage avec Bielsa dans tous les clubs où il est passé et où les joueurs, les chroniqueurs reviennent sur les matchs importants qui ont marqué sa carrière. Deuxième coup de cœur, c'est Sorare. Vous savez que j'aime bien le fantasy foot. Il propose un nouveau style de jeu gratuit où on peut gagner un super lot, puisque le plus haut lot vainqueur, le gagnant va voir un match à Madrid dans la loge de Zinedine Zidane. Ça peut être sympa. Et enfin, le dernier coup de cœur, c'est Jean-Louis Gasset qui a pris les rênes de Marseille. J'ai toujours eu un faible pour cet entraîneur qui est passé à Saint-Étienne. Je suis vraiment horrifié de ce que j'entends sur cette personne. En Afrique, même si ça s'est mal passé, il a souvent eu des gens qui l'ont soutenu. Bref, ce que je voulais juste dire, c'est que c'était un vieux sage et on l'a déjà vu en interview aujourd'hui. Moi, à mon avis, il ne peut que s'en sortir. C'est tellement difficile de s'en sortir à Marseille que je ne sais pas s'il va y arriver, mais sur 4 mois, il va y arriver et au moins il va les rassurer. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui connaît pas le foot. S'il y a un tacticien qui connaît le foot, c'est bien Jean-Louis Gasset. C'est mon coup de tête et on passe au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Et ben voilà, Olivier, moi c'est mon coup de tête. Et ouais, un Stéphanois qui va. Ah bah oui, il est pas stéphanois, il est parisien, ouais, il est montpelliérain. Il est montpelliérain, mais bon, il a entraîné Saint-Étienne pendant 2 ans et demi, hein, je crois. Le foot, il a changé, Marco. Voilà, ouais. Mais bon, voilà, le fait qu'il signe à l'OM, bah moi, j'apprécie pas, tout simplement. Voilà, non, mais t'aimes la surtout, personne. Bien sûr, j'aime la personne. Par contre, je n'ai pas compris son départ lorsqu'il a quitté Saint-Étienne et il se sentait fatigué, qu'il en avait marre. Et puis, bah voilà, il a signé déjà pour la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, on le revoit dans le championnat de Ligue 1. Alors que pour moi, à l'entendre à l'époque, quand il était parti, pour moi, le foot, c'en était terminé. Bah, comme quoi... Voilà, il s'est reposé, peut-être. Ouais, il s'est reposé, ouais, peut-être. Je n'ai pas apprécié ce week-end la blessure de Mouefek et la rechute de Wadji.
parce qu'on n'a pas parlé, mais Wadji s'est reblessé et voilà, ça fait un joueur en moins qui procure de la profondeur dans ce jeu. Et voilà, Dalloglio a besoin de cette profondeur et Wadji, voilà, c'est quand même la 3e fois qu'il se blesse cette saison et ça craint, quoi. Voilà. Et dernier coup de tête, c'est l'arbitrage. Monsieur Turpin, qui a arbitré un certain Lyon-Nice et qui a été catastrophique. Le président Rivière est monté au créneau, ça fait du bruit. Lannoy, qui s'occupe des arbitres, s'en est excusé. Ça commence à bouger grâce. À cause de cette rencontre-là, parce qu'il y a quand même plusieurs pénaltys qui étaient évidents, qui n'ont pas été sifflés pour les Azuréens. Et Monsieur Turpin qui arbitre, je l'ai déjà dit, ça fait combien de temps ? Ça fait 13 ans qu'on fait cette émission, Olivier. Je rappelle que Monsieur Turpin est lyonnais d'origine, il est né à Oulin. Et qu'il arbitre Lyon, je trouve ça aberrant et je l'ai toujours dit, je ne comprends toujours pas pourquoi un Lyonnais arbitre Lyon et personne ne dit rien et ça continue. Même avec la VAR. Même avec la VAR. Enfin, on continue. Voilà. Donc oui, ça fait longtemps que j'avais pas égratigné les arbitres. J'étais absent la semaine dernière, mais me revoilà. Voilà. Donc oui, ça prend quand même des tournures. Et il y a une prise de conscience ces derniers jours dans l'instance arbitrale, en tout cas. Alors, du coup, j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que toi, c'est l'arbitrage et moi, je ronge mon os. Tu te rappelles, mon coup de tête préféré, c'est sur le puits. Ouais. Et sur les couleurs. Ouais. Donc maintenant, je viens documenter. T'as vu, j'ai amené mon petit livre. Donc j'ai besoin juste de 2 minutes pour vous expliquer. Je m'appuie ici sur les travaux de. On rappelle donc pour ceux qui n'ont pas suivi que le Puy Foot 43 joue avec les couleurs de la Cité Mariale. C'est pour ça qu'il y a la Vierge en logo sur leur écusson. Alors qu'il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, ils jouaient en rouge et noir. Ils ont toujours joué en rouge et noir. Et lorsqu'ils étaient en Ligue 2, ils jouaient en rouge et noir. Avec sous leur couleur un certain Frédéric Antonetti. Bref, moi là je suis déçu parce que j'ai donc une écharpe rouge et noir. Mais si je la mets jeudi, on va me prendre pour un supporter rennais. Donc j'ai un problème. Mais j'enfonce le clou puisque c'est quelque chose qui devrait te plaire puisque ça parle des couleurs et de l'influence des couleurs. C'est un certain Jean-Gabriel Cos qui a travaillé justement sur l'influence des couleurs dans la vie de tous les jours. Alors il a écrit un bouquin qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs. D'accord ? Il a travaillé, il a fait des tests en hôpital psychiatrique ou avec différentes populations et il a poussé ses travaux jusqu'au football et selon lui, on a plus de chances de gagner quand on porte un maillot rouge. Et quand il le défend, cet avis, en disant que dans le sport en général, comme dans le football, le maillot rouge obtient des meilleurs résultats. En Angleterre, les 3 clubs majeurs qui jouent en rouge, Arsenal, Liverpool et Manchester, ont remporté la Premier League presque 1 fois sur 2 depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une étude universitaire à Plymouth en 2012 qui a montré exactement la même chose, et notamment que les gardiens de but se sentaient plus en confiance pour arrêter un penalty tiré par un joueur habillé en blanc plutôt qu'en rouge. D'accord ? Alors, il conclut quand même en disant que Rodez ne battra jamais le Paris Saint-Germain, même si Rodez joue en rouge à l'heure actuelle, mais à valeur égale, eh bien, ça peut avoir une influence. Donc, messieurs les poneaux, je pense au président Gauthier, eh bien voilà, il va falloir, vous allez voir que malheureusement peut-être le rouge va avoir raison du bleu clair. J'espère pas, moi je préfère voir le Puy se qualifier en demi-finale, mais il faut absolument faire un maillot rouge et noir à l'extérieur ou un maillot de coupe. Merci l'esthète. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser, décortiquer le match entre Saint-Étienne et Annecy, samedi 15h à Geoffroy-Guichard. D'ici là, bise à l'œil et allez les Verts. Ciao. Bonne semaine et bonne qualif à tout le monde. Bon week-end. Ciao.